Bienvenue dans notre exploration au cœur de Tokyo. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un fantôme urbain, on pourrait dire, le village de Nakarai. Oui, un village qui a complètement disparu des cartes actuelles, mais qui vit encore, en quelque sorte, dans le quartier de Toyotama, à Nerima. C'est assez fou comme idée, hein? Un village entier absorbé par la ville. C'est ça. Et notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de déterrer ces traces, ces histoires cachées de Nakarai. On a des archives, des notes, même des témoignages. On va essayer de voir comment ce village agricole est devenu le quartier qu'on connaît aujourd'hui. Exactement, une vraie transformation. Alors, par quoi on commence? Peut-être par le nom, Nakarareai. J'ai lu que c'était pas si simple son origine. Ah oui, le nom lui-même, c'est déjà une petite énigme. On trouve différentes écritures, Tu Nakaharai, Tu Nakarai, et même parfois Tu Nakasinkyo. Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Alors, nouvelle culture, peut-être, avec Sin Arai, ou alors en lien avec le village voisin, Nakaora. Donc, Nakara Arai serait le village du milieu. C'est assez flou en fait. D'accord. Mais on a une mention très ancienne dans un document de 1559, le Odawara Shushoryo Yakucho. Donc ça remonte, hein? Ça date pas d'hier, quoi. Et à quoi ça ressemblait ce Nakararai avant, disons, au début du XXe siècle? On a une bonne idée grâce au souvenir d'un certain monsieur Kaneko Teise, qui a grandi là-bas vers les années 1930. Il décrit un paysage assez rural finalement. Plutôt campagne que ville. Oui, carrément. Au sud, il y avait des rizières, bien irriguées d'ailleurs par une petite rivière, la Nakarai-gawa. Elle-même, elle prenait son eau d'un canal plus important, le Senkawa Josui. L'eau était partout. Indispensable pour les rizières, j'imagine. Exactement. Et puis, plus au centre et au nord, c'était plutôt des champs de légumes. On cultivait le fameux radis daikon de Nerima, par exemple, et aussi quelques bois. Assez typique du Japon rural de l'époque, quoi. Difficile d'imaginer ça aujourd'hui en plein Tokyo. Et puis, tout bascule dans les années 30. C'est le grand tournant, oui. En 1932, Nakararai est rattaché administrativement à Tokyo. D'abord dans l'arrondissement d'Itabashi. Nerima n'existait pas encore en tant qu'arrondissement séparé. Non, ça viendra plus tard, en 1947. Et presque tout de suite après ce rattachement, il y a des grands projets routiers qui sont lancés. Mejirodori, Kannana, Des grosses artères. voilà. Et Nakararai se retrouve pile au milieu de ces plans d'urbanisation. Et c'est là qu'arrive le Kukako Seiri, le remembrement. C'était imposé par la ville ou? Pas tout à fait, c'était plutôt une initiative locale, mais disons poussée par les circonstances. Les agriculteurs avaient des soucis économiques, les récoltes n'étaient pas toujours top, Ah oui. et surtout ils voyaient ce qui se passait juste au nord, près de la gare de Nerima, où un remembrement avait déjà eu lieu et avait modernisé le quartier. Ils voulaient un peu la même chose chez eux. Moderniser, améliorer les choses. C'est ça, valoriser leurs terres aussi sans doute. Mais ça a dû être compliqué, non? Mettre tout le monde d'accord pour redessiner le village? Ah oui, un sacré défi, hein. L'idée, c'est que chaque propriétaire donne une petite partie de son terrain. Avec ces morceaux de terre, on crée des routes plus larges, des parcs, des écoles, et on en vend une partie pour financer les travaux. D'accord. Et en échange? En échange, ils récupèrent des parcelles, un peu plus petites peut-être, mais mieux agencées, mieux desservies. Donc potentiellement avec plus de valeur. Malin. Mais M. Kaneko racontait que son père, qui était président d'une des associations de remembrement, y passait ses nuits. Réunions, négociations, c'était un boulot énorme. Ils ont même créé une coopérative de crédit pour aider la Kyoei Credit Union. Ça montre une vraie volonté locale de prendre les choses en main. Complètement. Et le résultat, sur le terrain, ça a été radical. Fini les petits chemins sinueux, place à des rues droites, les petits cours d'eau, hop, canalisés ou carrément bouchés. Et les rizières? Remblayés pour construire des maisons. Et très important, ils ont prévu des parcs. Ah! Et c'est comme ça qu'est né le premier trésor qu'on peut encore voir, le parc Nakarai. Exactement. Le parc Nakaharai, Chushinarai, près de la gare de Sakuradai, créé en 1937, juste après le remembrement. C'est une trace directe de cette époque. Et vous disiez que c'était le premier parc de Nerima? Le premier parc urbain aménagé dans ce qui allait devenir Nerima, oui. Et les grands platanes qu'on y voit, ils dateraient de cette époque. Des témoins silencieux. Pour un visiteur, c'est un bon point de départ pour sentir cette histoire. Un parc historique né de la volonté des habitants. Incroyable. Mais cette modernisation a eu un prix.
pourquoi le nom Nakarai a disparu? Apparemment, les autorités de Tokyo trouvaient que ça prêtait à confusion avec un autre quartier, Arai, à Nakano, juste à côté. Pour simplifier les adresses, quoi. D'accord, une raison administrative. Et pourquoi Toyotama alors? Ils ont choisi le nom de l'école primaire du coin, l'école Toyotama. Tout le monde connaissait. Simple et efficace. Oui. Mais il y a peut-être une autre lecture, un peu plus poétique. Toyotama, c'est aussi le nom d'une déesse de la mythologie Toyotama Hime, déesse de la mer, de la beauté. Toyotama Hime, joyau abondant, littéralement. C'est ça. Alors, est-ce que c'était voulu? Difficile à dire, mais ça sonnait bien pour un quartier en plein renouveau. J'aime bien cette idée. Bon, le nom change, le paysage aussi, mais est-ce que l'âme de Nakaradanarai s'est envolée? Vous parliez de traces. Un nom loin de là. C'est là que ça devient intéressant. Il faut chercher les indices. Par exemple, dans les anciens noms des tout petits quartiers, les kona, Les Kona, c'est-à-dire des microtoponymes, des noms de lieux-dits qui ne sont plus sur les cartes officielles mais que les anciens connaissaient. Et ils racontent plein de choses. Donnez-nous un exemple. Ok, prenez deux zones voisines, Tokuden et Ohayashi. Tokuden, ça veut dire quelque chose comme champ vertueux ou champ chanceux. Chanceux. Pourquoi? La légende dit que cette petite parcelle, elle était exemptée d'impôts à une époque. Un petit paradis fiscal local, quoi. Le parc Tokuden actuel en garde peut-être le souvenir. Une anecdote fiscale qui survit dans un nom de parc. Et Ohayashi, ça semble plus clair. Oui, Ohayashi, ça veut dire dans la forêt. Mais attention, pas n'importe quelle forêt. C'était une Otomeyama, une forêt contrôlée par le gouvernement du shogun à l'époque Edo. Interdite aux villageois. Strictement. Interdit d'y entrer, interdit d'y couper du bois. Ça montre l'autre côté, le contrôle du pouvoir sur les ressources. D'un côté, Tokuden, la petite combine locale. De l'autre, Ohayashi, l'autorité d'en haut. Deux noms, deux ambiances. Et est-ce qu'il reste une trace visible de cette forêt contrôlée, Ohayashi? Un autre indice pour nous. Oui, et c'est un endroit assez chouette, le sanctuaire Ayashi Inari. Ayashi, ça veut dire forêt, le lien est évident. Il marque l'emplacement de cette zone. Et il a sa propre histoire, j'imagine. Tout à fait. Une légende raconte qu'en pendant une sécheresse, un gardien de cette forêt interdite, un certain Nizaemon, a rêvé du dieu Inari. Ah oui. Le dieu lui dit où creuser pour trouver de l'eau, mais dans la forêt interdite. Nizaemon désobéit, creuse, trouve des sources et sauve le village. Le sanctuaire a été construit pour remercier Inari. Entre interdit et nécessité. Fascinant. Et ce sanctuaire cache autre chose d'encore plus vieux, non? Un vrai trésor. Absolument. C'est là qu'on trouve une stèle Koshinto qui date de... 1663. Incroyable. Oui, début de l'époque Edo. C'est un bien culturel populaire tangible, officiel de Nerima. Voir cette pierre qui témoigne des croyances de l'époque sur le calendrier, la protection contre les démons, c'est une connexion directe avec le Nakarai d'il y a 350 ans. C'est vraiment émouvant. Une simple pierre, mais chargée d'histoire. Continuons notre chasse au trésor. Le sanctuaire Ikawa, Toyotama Ikawa Jinja, c'est un autre lieu important, j'ai l'impression. Ah oui, Ikawa Jinja, c'était le cœur du Ronmura, le village principal. Ses origines sont peut-être encore plus anciennes, on parle même d'un lien avec Otadokan, celui qui a construit le château d'Edo. Un lieu central, donc. Et il cache quoi comme secret? J'ai entendu une histoire improbable de bière. C'est vrai, ça surprend, hein. Mais il y a un monument, berceau de l'orge de brasserie Kaneko Golden. Sérieusement? Oui, ça commémore un agriculteur du coin, Kaneko Ushigoro. Vers 1900, il a créé une nouvelle variété d'orge, le Kaneko Golden. Une innovation locale. Exactement, en croisant une orge importée et une souche japonaise. Son orge était plus résistante, parfaite pour le climat. Elle a eu un succès fou et a vraiment aidé l'industrie de la bière japonaise à décoller. Une histoire d'ingéniosité née ici. Qui l'eût cru? Nakarai, pionnier de la bière japonaise. Et à part ça, il y a d'autres curiosités à Ikawa. Oui, pour ceux qui aiment l'insolite, dans l'enceinte, il y a un petit sanctuaire secondaire dédié à Mitsumine, San Mifine Jinja. Et là, les gardiens, c'est pas les lions-chiens habituels, les komainu. Non. C'est quoi alors? Ça ressemble beaucoup à des loups, des koma okami. C'est lié au culte de Mitsumine, où le loup était vu comme un messager divin, un protecteur contre le feu, le vol. C'est assez rare à Tokyo. Ça marque. Des loups gardiens. Original. Décidément, ce sanctuaire Ikawa, c'est un vrai résumé de Nakarai.
C'est un peu ça. On y trouve aussi des chikaraishi, des pierres de force. Des grosses pierres que les jeunes soulevaient pour montrer leur force. Ça raconte aussi la vie du village. Tradition, innovation, croyance, tout y est. Allons voir un autre lieu maintenant, très lié à l'eau dont on parlait au début, le sanctuaire Ishikishima. Oui, celui-là était dans la zone dite Benten. Benten, c'est le nom populaire de Benzaiten, la déesse de l'eau. Et pour cause, avant il y avait un grand étang juste à côté du sanctuaire. Un étang qui a disparu, j'imagine. Oui, malheureusement. L'urbanisation d'après-guerre, entre 1945 et 1955, a eu raison de l'étang. Encore une trace du passé effacée. Dommage. Mais reste-t-il un tout petit indice de cet étang, un dernier trésor caché? En écho de ce paysage d'eau. Faut vraiment ouvrir l'œil. Et ce sanctuaire a aussi une coutume locale assez mignonne, non? Ah oui, une très jolie tradition. On disait que si un bébé pleurait tout le temps la nuit, Oui? il suffisait de mettre sous son oreiller quelques feuilles de iba, une sorte de cyprès japonais prise dans le sanctuaire. Et hop, le bébé se calmait. Magique. Et en remerciement, les parents revenaient planter quelques graines de iba dans l'enceinte. Une belle histoire de foi populaire, de lien direct avec le lieu sacré. C'est touchant, ça donne vie au lieu. Bon, on a vu pas mal de sanctuaires. Il y a d'autres endroits où chercher l'histoire de Nakarai? On peut citer le temple Shogakuin, très ancien aussi, lié au sanctuaire Hikawa. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il est devenu une sorte de refuge pour plein de vieilles stèles en pierre. Des stèles déplacées? Oui, et des koshinto, comme à Ayashi Inari, mais aussi des bateaux canons dédiés à la déesse protectrice des chevaux, hyper importants dans un village agricole. Au fur et à mesure des travaux dans le quartier, on les a ramenés là. Le temple est devenu un peu le conservatoire du village. Un musée à ciel ouvert, presque. Et il y avait aussi un autre sanctuaire, Fuji Inari, et un parc au nom spécial. Oui, Fuji Inari, Fuji Inari Jinja, une branche du célèbre Fushimi Inari de Kyoto, établi ici en 1803. Il est sur une petite hauteur et possède un arbre légendaire, un camphri, qui aurait été planté par le shogun Tokugawa Iemitsu lui-même. Rien que ça. Et le parc Gakuden, son nom dit tout. Gaku-den, les champs pour l'étude. À l'époque Meiji, l'argent de la location de ces terrains servait à financer l'école primaire Toyotama. L'agriculture au service de l'éducation. Belle idée. Ça montre bien comment la communauté s'organisait et investissait, bien avant la grande transformation. C'est fou tout ce qu'on peut découvrir en grattant un peu sous la surface. Nakarai a peut-être disparu administrativement, mais son histoire, elle est toujours là. Dans les pierres, dans les noms de parcs, dans les arbres, c'est juste sous nos yeux, à Toyotama. Il suffit d'apprendre à regarder, en fait. C'est une belle leçon. Même une mégalopole comme Tokyo garde les empreintes de son passé. Exactement. La ville est un palimpseste, un manuscrit où les anciennes écritures transparaissent toujours un peu. Et ça nous laisse avec une question pour finir. Combien d'autres Nakararai, combien d'histoires comme celle-ci dorment juste sous nos pieds dans nos propres quartiers? Quelle petite trace, quel nom de rue ou quel vieux mur près de chez nous pourrait nous raconter une histoire oubliée? Une invitation à explorer où qu'on soit.